bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres. Quels seront les véhicules de demain? C'était la question posée par le colloque sur la mobilité 2.0 à Satori ce mardi. Un événement présidé par Frédéric Cuvillier, le ministre chargé des Transports. Porte ouverte dans les centres de formation pour adultes de l'AFPA, l'association souhaite former à des métiers en manque de personnel. Et zoom sur les marchés des tablettes numériques, un produit qui marche bien. Vont-elles remplacer les classiques PC? Réponse dans notre dossier de la semaine. Et puis nous parlerons du métier d'artisan boucher, un secteur qui cherche à recruter. Nous recevons sur notre plateau Max Thébaudin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes boucher au Chesnay. Vous étiez également le président du jury lors de la présélection au concours du meilleur apprenti boucher de France. Oui. Nous verrons le déroulé de cette épreuve dans un instant, mais avant, on passe aux infos économiques de la semaine. Développer les transports intelligents, une bataille technologique et économique pour le gouvernement. C'était d'ailleurs le thème d'un colloque organisé par le ministre chargé des Sports à Versailles-Satori. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. Une navette qui se déplace sans chauffeur, un véhicule de simulation pour s'entraîner à l'éco-conduite, autant de projets pour préparer la mobilité de demain, une mobilité 2.0. Le 11 février, le ministre des Transports avait rassemblé à Satori partenaires publics et privés pour évoquer les stratégies de développement de ce secteur. L'occasion de découvrir les projets en cours. Cette voiture électrique par exemple, a priori rien de particulier, sauf qu'à l'intérieur, le chauffeur ne touche ni aux pédales ni au volant. Dans l'idée, je suis juste en train de sélectionner la vitesse et en fait, je ne touche à rien. Le véhicule se déplace tout seul. Pour le moment, la législation française ne permet pas de commercialiser un véhicule automatique, mais le gouvernement l'a affirmé, les choses devraient évoluer. Ce véhicule n'est donc qu'un prototype. Dans sa version finale, ce clavier devrait être remplacé par un écran tactile. On a un système un peu redondant entre la détection de lignes de marquage par la caméra et un système de localisation très précise avec le GPS RTK. Le véhicule a une trajectoire de référence et ensuite il va calculer les forces à exercer sur le volant pour effectuer cette trajectoire de référence. Autre véhicule intelligent, cette voiture électrique et automatique accessible aux personnes en fauteuil roulant. Ici, ce drone permet d'assurer l'inspection des infrastructures routières. Au niveau des transports publics, on a créé ce bus hybride. Il fonctionne avec un moteur thermique, mais peut également fonctionner en mode tout électrique. Le but est de pouvoir avoir un système qui parcourt toute la journée, depuis le matin tôt jusqu'à le soir tard, en mode électrique, sans avoir à transporter énormément de batteries. Le but est de pouvoir transporter le juste nécessaire pour aller de zone de recharge en zone de recharge. Le réseau de transport d'Île-de-France, le STIF, pourrait être intéressé. Ils ont choisi de ne plus financer de bus diesel et de s'équiper en véhicules plus propres. Le gouvernement y voit également un enjeu national. L'ensemble des transports intelligents qui représentent 4,5 milliards d'euros avec plusieurs centaines d'entreprises, des start-up souvent, entre 500 et 1 millier d'entreprises, 45 000 emplois, mais emplois directs, avec autant de dizaines de milliers d'emplois qui en découlent, et puis la perspective de demain pour la filière automobile. Il a ainsi annoncé la création d'une fabrique de la mobilité 2.0 qui regroupe industriels, acteurs publics, start-up et organismes de recherche. Le gouvernement annonce également le déploiement expérimental de 3000 véhicules intelligents sur les routes françaises dès cette année. Et cette fabrique de la mobilité 2.0 dont on parlait dans ce reportage s'appelle VDECOM, la contraction de véhicules décarbonés, communiquant et sa mobilité. Un partenariat a été signé avec l'Agence nationale de la recherche, notamment pour le financement. On compte au total 35 partenaires, publics comme l'UVSQ ou le Conseil général, mais également privés comme Renault ou Valeo. Un institut qui voudrait être leader en Europe, un projet ambitieux, comme nous l'explique Louis Gallois, le commissaire général à l'investissement. VDECOM va être doté de moyens financiers considérables, 330 millions sur 9 ans. Les investissements d'avenir y apportent 54 millions, les industriels en apportent 119, le Conseil général en apporte 20. Bref, tout le monde s'est mis ensemble pour constituer
un centre de recherche technique, d'industrialisation qui réunit toute l'industrie. Vous savez, en France, c'est pas si facile que ça de faire travailler les gens ensemble. L'accouchement a été difficile, mais maintenant le bébé est là et il est beau, il faut le faire grandir. L'AFPA ouvrait aujourd'hui la porte de ses centres de formation un peu partout en France. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, il s'agit d'une association qui propose des formations pour adultes. Nous nous sommes rendus à Elancourt, un site spécialisé dans le tertiaire administratif. Malgré la crise, des débouchés existent. Un reportage réalisé avec Étienne Dang. Une journée pour changer de vie, c'est ce que proposait aujourd'hui l'AFPA, un organisme de formation pour adultes. Entendez par là changer de vie professionnelle. Partout en France, les différents centres de cette association ont ouvert leurs portes, comme ici à Elancourt. Car en pleine période de crise économique et de hausse du chômage, on compterait encore en France 300 000 emplois non pourvus. Quels secteurs recrutent, quelles formations sont disponibles, sous quelles conditions? Autant de questions auxquelles Dalila et les autres visiteurs cherchaient des réponses. Cette mère de famille a arrêté de travailler pour élever ses enfants. Aujourd'hui, elle peine à retrouver un emploi. Elle souhaiterait intégrer ici une formation de secrétaire assistante. Je reste dans ma branche initiale, mais par contre reprendre une formation pour pouvoir être plus performante en informatique. L'association a repéré 13 secteurs d'activité sous tension, de l'industrie aéronautique et spatiale à l'économie numérique en passant par l'hôtellerie. L'idée est donc d'aiguiller les demandeurs d'emploi, 70% du public de l'AFPA, pour qu'ils répondent aux demandes des entreprises. La valeur ajoutée en fait, des formations AFPA, c'est effectivement l'insertion de nos stagiaires. C'est le fait que 6 à 7 stagiaires sur 10 soient réintégrés dans le monde professionnel. L'utilité sociale de l'AFPA, elle est à ce niveau-là. 80% de la formation est pratique. Ici, par exemple, un plateau technique recrée un domicile et permet de s'entraîner au métier d'assistant de vie en conditions réelles. En Ile-de-France, on compte 16 sites AFPA ouverts à tous. Certaines formations peuvent être rémunérées. Le MAF, le concours du meilleur apprenti de France, donne chaque année la chance aux jeunes apprentis de dévoiler leur talent. Le 12 février, c'était au tour des apprentis bouchers de tenter de se qualifier pour l'étape régionale. 9 candidats pour une seule place. Un reportage réalisé avec Élodie Moine. Devenir le meilleur apprenti de France, un titre dont rêvent tous les jeunes artisans. Et parmi eux, ces 9 apprentis bouchers. Ils viennent des Yvelines, de l'Essonne et du Val d'Oise pour tenter de se sélectionner pour l'étape régionale. Pour Mathieu, les débuts n'ont pas été évidents. Le gigot, j'ai commencé, ça s'est bien passé. Mais le rumsteak, moins bien, parce que la bête, je la trouve un petit peu vieille. Ça fait que j'ai mis un coup de couteau dans mon travail, ça a un petit peu gâché mon travail, quoi. Car c'est sur le désossage qu'ils seront principalement notés. Le désossage, c'est une opération qui consiste à enlever les os en laissant tout ce qui est gras et muscles de côté, tout simplement. Et l'art de métier de la viande consiste à faire un désossage à blanc, ce qu'on appelle à blanc, c'est-à-dire on laisse que l'os qui brille. Au total, il leur faudra préparer 4 pièces de viande, agneau, bœuf et volaille. Avec les bouts de minutes, on pourra le gérer à ce niveau-là. Comme ça vous permettra de couler l'humérus. Le métier de boucher est l'un des rares secteurs qui recrute. La masse salariale a augmenté de 26% en 3 ans. Mais une victoire au concours reste une ligne importante à rajouter sur son CV. C'est pour essayer de montrer qu'on peut faire quelque chose, qu'on arrive à faire quelque chose dans ce métier. Ça ouvre des portes, le concours aussi. De réussir le concours, ça permet d'ouvrir des portes vers de futurs patrons. Et ça permet aussi, on ne va pas se le cacher, négocier son salaire. C'est un atout en plus. C'est comme un diplôme en plus dans n'importe quel autre métier. Mathieu y voit également une valorisation du métier. C'est pas du tout un métier de brut comme il y en a beaucoup, comme on peut croire au début. C'est plutôt de la finesse, quoi. Parce qu'il y a des décors, des choses qu'on nous apprend là-bas, comme faire des roses, des navets, dans des carottes, tout ça. Car après avoir désossé et épluché la viande, il faudra la préparer et la décorer. Mais attention, un beau rendu n'est pas synonyme de victoire. Le jugement est fait sûrement sur la pratique du travail. C'est pas forcément la décoration, parce qu'il peut y avoir des jeunes qui vont se former sur des décorations, mais la base du métier, bien sûr c'est un petit plus, mais la base du métier c'est le travail de la viande. Le jury va noter les candidats à chaque étape. Après 4h30 d'épreuve, voici le résultat. Les candidats peuvent se détendre en compagnie de leur famille ou de leur maître d'apprentissage.
L'heure du verdict a sonné, tous attendent avec impatience le résultat. 5e prix régional ex aequo, Théo Piasecki. Déception pour Théo qui échoue à la 5e place, ex aequo avec Mathieu. Et c'est finalement un candidat d'Essonne qui emporte la mise. Une belle surprise pour ce candidat qui a hésité jusqu'au dernier moment à participer à cette épreuve. Il pense savoir ce qui l'a fait gagner. Ma rapidité et avoir envie aussi de réussir. Il ne faut pas lâcher, quoi. Ne rien lâcher, c'est l'un des conseils de son actuel patron. Il a très vite décelé le potentiel de son apprenti. Ses capacités, dès le départ, je les ai senties. À travers son travail et puis la persévérance dans son travail. Et puis sa technique, sa corpulence, tout était réuni pour faire un bon boucher, quoi. Donc oui, aujourd'hui, on est content et je suis très fier de lui, quoi. Prochaine étape, la qualification régionale pour atteindre la finale nationale. Nous allons continuer à parler boucherie. On s'excuse d'ailleurs pour le gagnant du concours qui est bien, vous allez me l'indiquer. Fabien Vaux. Fabien Vaux. Il y a une petite erreur qui a été rattrapée. Donc nous recevons aujourd'hui Max Thébaudin. Vous étiez donc le président du jury de ce fameux concours. Vous êtes bien sûr également boucher. Tout à fait. Vous exercez au Chesnay. Au Chesnay, au 30 rue de Versailles, oui. Alors un mot sur ce concours. Donc qu'est-ce qui a fait le petit plus? Qu'est-ce qui donne finalement la victoire? Je pense que pour que chacun des lauréats, c'est tout d'abord le savoir-faire. On va essayer de parler un peu plus fort, se faire entendre. Il y a un petit souci oui. Aux alentours du studio. Oui. Donc les lauréats, bien sûr, on a vu, selon l'apprentissage qu'ils ont effectué pendant les 2 premières années, voire 3 pour certains peut-être. Et donc on a vu le travail effectué dans leur entreprise. Après, c'est le patron qui fait travailler l'élève chez lui. Après, c'est là où on s'aperçoit que chacun des employeurs apprennent mieux que d'autres à travailler la viande. L'apprentissage, donc, du coup, fait beaucoup. Oui. Alors, le métier de boucherie attire de plus en plus de jeunes. Donc, on a quelques données. Le syndicat des bouchers avance une hausse de 25% des élèves en centre de formation. Tout à fait. Sur le CFA de Versailles, ils ont ouvert cette année une 2e classe. Ils ont même dû refuser des élèves. Oui. Comment on explique cet attrait? Tout simplement parce qu'il y a des jeunes qui ont envie de faire un métier manuel, je pense maintenant, parce que scolairement, peut-être qu'ils ne suivent pas forcément bien. Alors donc il est certainement mieux pour eux de faire un travail de ce type. On se rend compte également que l'apprentissage, finalement, aujourd'hui, elle attire tout public confondu, pas forcément des décrocheurs scolaires. Ça attire aussi maintenant, aujourd'hui, tout à fait, tous les publics. Oui, bien sûr, parce que vous avez des gens qui se remettent en cause, même un petit peu plus âgés, et qui font ce métier aussi, bon, qui n'est pas tout simple au départ, il faut bien le savoir. Il ne faut pas nous dire que tous les métiers manuels sont faciles, mais il est vrai que pour ces jeunes qui ont commencé vraiment chez un employeur, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, par contre, il y a très peu de femmes pour l'instant, que ce soit en centre de formation ou en exercice. Il y en a quelques-unes à Paris, mais il est vrai que c'est un métier quand même assez physique, il faut reconnaître. Donc, c'est pas toujours évident pour une jeune femme. C'est peut-être l'image également? Non, pas du tout. Non, c'est surtout physiquement, c'est lourd à porter, quoi. Alors, vous-même, quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer ce métier? Mais moi, j'ai décidé de faire boucher à l'âge de 15 ans. Voilà, j'en suis toujours dans ce métier et j'ai évolué petit à petit. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? Le travail de la viande. Le travail de la viande, il est vrai que dans nos provinces, on l'a travaillé plus simplement, mais je suis arrivé à Paris 2 ans après mon apprentissage. Et donc, là, on a évolué dans le métier et puis travaillé quelques heures plus que d'habitude pour pouvoir réussir. Alors, c'est un secteur qui recrute. La profession avance le chiffre de 4000 postes à pourvoir en France, dont 800 en Île-de-France. Est-ce que vous-même, vous connaissez des difficultés à recruter? Oui, parce qu'aujourd'hui,
tous les jeunes pensent que c'est un métier quand même assez simple, alors qu'il ne l'est pas. C'est un métier déjà, avant toute chose, il faut commencer tôt. Hein. Pour un jeune, c'est 7 heures le matin, parce qu'il faut bien qu'il rentre dans le système professionnel, parce qu'on ne fait pas ce métier plus tard, je veux dire, dans les horaires de la journée. Est-ce que vous adaptez dès la formation aux horaires de travail? Tout à fait. Il le faut, parce que sinon, il ne va pas comprendre plus tard. Hein, voilà. Alors, un mot justement donc, sur la formation. 7000 apprentis formés chaque année. Ça se passe comment? C'est un CAP, forcément? C'est un CAP, tout à fait. On peut commencer plus jeune, mais l'idéal, il est vrai que le CAP, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'en général, ils ont 16 ans. Hein, et puis, ils font un CAP sur 2 ans. Et après, ils passent l'examen. Ils peuvent poursuivre par un BP. Selon l'envie de l'élève. Alors le CAP est ouvert de 16 à 25 ans. Il est quand même possible de se former à ce métier si on découvre une passion sur le tard. Tout à fait, tout à fait. Donc il faudra passer un autre diplôme, et c'est également dans les CFA, j'imagine? C'est dans les CFA, oui, ce sont des classes particulières et ils apprennent aussi, ils vont en cours et après il y a un examen en fin de cycle. Qui correspond au choix de ce que l'élève a voulu. Alors, il y a aujourd'hui 55 000 salariés en France dans ce secteur. Est-ce que les débouchés sont finalement uniquement dans des boucheries artisanales, soit en tant que patron ou en tant que salarié? Non, beaucoup. Il faut dire que beaucoup de ces jeunes, de ces personnes qui font ce métier, et ensuite ils changent un petit peu parfois parce que c'est un métier aussi, on fait quand même des heures, il faut reconnaître un petit peu, malgré les semaines hebdomadaires qui sont à 39 heures, mais parfois des jeunes, selon les endroits où ils se trouvent, vont ailleurs et préfèrent aller quelquefois dans des GMS où ils font moins d'heures. Des GMS? Des supermarchés. Des grandes surfaces, très bien. Grandes surfaces. Voilà. Donc finalement, plusieurs possibilités. Bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent sur ce plateau avec nous. Et on souhaite bon courage en tout cas à tous les apprentis qui ont passé ce concours. On passe maintenant au dossier de la semaine. Les tablettes tactiles ont le vent en poupe. Aujourd'hui, 30% des foyers français en seraient déjà équipés. Pour autant, les ordinateurs sont-ils forcément dépassés? Nous avons voulu faire le point avec quelques commerçants et habitants du département. Le dossier de la semaine est signé par Yolène Thorez, Jonathan Villeman et Patrick Jacques de Dixmude. C'est l'un des produits phares du moment. En fin d'année 2013, près de 3 foyers sur 10 se sont équipés d'une tablette tactile. C'est assez pratique, ça permet d'avoir un aspect jeu, un aspect éducatif, on peut passer des films, quand on part en vacances, voilà, ça permet de pouvoir occuper un minima les enfants. Et puis des connexions internet, ça permet de retourner, enfin ça évite de retourner à chaque fois à l'ordinateur pour avoir des informations ou des recherches, voilà, le côté pratique. Tout a commencé en 2010 lorsque la marque à la pomme a sorti sa première tablette. Et c'était vraiment sur des tablettes pour les CSP+, en fait, c'est des tablettes à plus de 300 €. Et en fait, depuis 2011, on voit l'arrivée de tablettes vraiment premier prix. Donc là, aujourd'hui, on a un premier prix à 49 €. Donc ça permet vraiment à ce produit-là d'accéder à beaucoup plus de foyers. Et donc c'est pour ça qu'il y a le gros boom depuis 2011 sur les tablettes. Des prix variés et adaptés à tout type de budget démocratisent alors l'appareil numérique, mais pas seulement. Le côté dernier cri favorise aussi les ventes. Il y a un effet de mode aussi sur les tablettes qui n'existait pas sur les PC. Donc un PC, vous le gardez jusqu'à ce que votre PC tombe en panne. Au lieu sur une tablette, on a envie de nouveautés, on a envie de changer, avoir un nouveau look aussi. Et c'est vrai que ce marché-là est très renouvelé. Ouais. Résultat, l'année dernière, dans cet hypermarché de Maurepas, le volume des ventes des tablettes devance celui des PC. En 2012, l'hypermarché a vendu 1700 tablettes et 2400 PC. En 2013, la vente de tablettes a presque doublé, tandis que celle des PC diminue, avec près de 1000 exemplaires vendus en moins par rapport à 2012. Un marché en pleine croissance qui touche tout type de public, y compris les seniors. Ici, à Voisins-le-Bretonneux, un atelier pour les aider à s'y familiariser a été mis en place il y a 2 ans.
J'ai voulu me mettre à l'informatique pour un peu me mettre au diapason de tout le monde dans la famille. Tout le monde y était, pas moi. Je me sentais un peu à l'écart. Et puis comme c'est quand même très complexe, tout ça, je me suis dit à mon âge, me mettre à l'informatique et tout ça. Et la tablette, c'est quand même vraiment ce qu'il y a de plus simple. Et c'est vrai que on l'a acheté au mois de septembre l'année dernière. Alors je maîtrise pas tout, mais j'arrive à me débrouiller suffisamment pour me faire plaisir, quoi. J'ai tapé 2 fois, mais ça fait rien. Ah bah non, celui-là, tapé. J'en sais rien. Non, mais je ne sais pas. Bernadette, en revanche, peine encore à utiliser son nouvel accessoire. Elle a décidé de franchir le pas il y a un peu plus d'1 mois. Pour lire les mails, ça va. Et faire une recherche sur Internet, j'en ai fait une l'autre jour, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Alors vite, j'ai pris un papier, j'ai tout recopié, de A à Z. En règle générale, si les seniors semblent se laisser tenter par ce nouvel outil, d'après Yannick Bigot, l'appréhension des nouvelles technologies est toujours bien présente. J'étais jusqu'à peser un livre par rapport au poids de la tablette pour dire, vous voyez, c'est pas difficile, c'est pas lourd. Hein. Puis bon, on utilise beaucoup l'humour pour les familiariser, parce qu'on a des personnes qui arrivent quand même dans un état, je dirais, relativement angoissé par rapport aux nouvelles technologies. Grâce à cette faculté de toucher un large public, les tablettes font partie des nouvelles tendances. Ici, dans cet institut médico-éducatif à Carrières-sur-Seine, elles captent aussi l'attention de ces enfants porteurs de handicap. L'enseignante les utilise pour un apprentissage scolaire. Je trouve que ça apporte beaucoup d'autonomie au niveau du travail. Et puis, ça demande quand même une certaine motricité fine. Et j'ai remarqué que grâce à la tablette, certains avaient développé cette motricité fine par le fait de devoir déplacer des petits objets à l'écran. Par exemple, là, Maëlle réussit maintenant à faire seule des puzzles qu'elle avait beaucoup de mal à faire au début parce qu'elle avait beaucoup de mal à déplacer les petites pièces du puzzle. Maintenant, ça y est, elle sait faire. PC, on a essayé, mais c'est très difficile parce qu'il faut réussir à jongler entre la souris qu'il faut déplacer avec sa main tout en regardant l'écran. Donc, c'est très compliqué de combiner les deux pour eux. On a fait une initiation aussi, mais ce n'était pas convaincant. D'après l'Institut d'études GFK, les tablettes devraient s'écouler à plus de 7 millions d'exemplaires l'année prochaine, soit une hausse de 21% par rapport à 2013. Pour autant, le PC n'est pas mort et son usage ne semble pas totalement dépassé. La base, c'est l'ordinateur pour le travail, Word, Excel, présentation et autres. En revanche, l'aspect ludique, c'est plus ces tablettes. Alors pour moi, ça reste encore 2 marchés avec 2 utilisations différentes. Aujourd'hui, ils ont essayé de faire, certains constructeurs ont essayé de mettre en place ce qu'on appelle des tablettes hybrides. Donc, c'est des tablettes qui disposent d'un clavier. Aujourd'hui, ça reste un marché de niche parce que les gens ne savent pas trop l'utilisation. Est-ce que c'est pour travailler, est-ce que c'est pour jouer? Donc, c'est un marché qui ne prend pas encore. Mais pour moi, c'est 2 marchés qui resteront en parallèle et ça ne remplacera pas encore les PC. Et pour cause, dans cet hypermarché, en termes de chiffre d'affaires, les PC restent devant les tablettes. En 2013, l'outil tactile rapporte 542 000 €, les PC 700 000 €. Si la tablette revendique un aspect plus loisir, pour le travail en revanche, le PC reste toujours l'appareil le plus prisé, comme ici au Clé-sous-Bois. Ce magasin d'informatique a ouvert ses portes en 1991 et la plupart de ses clients, ce sont des entreprises. Ça, c'est l'atelier réparation. Donc, chez nous, on a une petite dizaine d'ateliers, qui nous permet de réparer entre 100 et 150 machines par mois. Depuis son ouverture, le marché de l'informatique a beaucoup évolué. Il vendait avant jusqu'à 100 portables par mois. Aujourd'hui, il en écoule entre 40 et 50 par mois, mais en répare presque le double. Avant, en fait, une grande partie de nos revenus, c'était uniquement de la marge liée à la vente du matériel. Alors qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus de réparations. Et la réparation, déjà, c'est un peu plus porteur. Et puis, ça permet de pérenniser l'entreprise. Oui. D'après lui, le marché des PC ne s'effacera jamais derrière celui des tablettes qui ne permettent pas de faire autant de choses que sur un ordinateur. Elles ne sont pas l'investissement principal des foyers et ne restent pour le moment qu'un complément. À noter dans l'agenda, le concours de la création et de la jeune entreprise a débuté mardi. Il s'agit d'un concours organisé par la maison d'entreprise. Elle vise à récompenser le dynamisme économique. C'est donc ouvert aux porteurs de projets ou aux entreprises créées depuis 2008 sur Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez jusqu'au 12 avril pour candidater et il y a tout de même 50 000 € de gains à se partager.
Et puis on parlait de la formation en alternance pour les apprentis bouchers. Si vous souhaitez des informations sur cet enseignement, alors que ce soit en boucherie, mais aussi dans tous les autres domaines possibles, audiovisuel, tertiaire ou encore industriel, rendez-vous à la Cité des Métiers à Trappes le 18 février de 14 à 17h. C'est la fin de ce Fil Éco. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.